Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point hebdomadaire du groupe parlementaire de la France Insoumise. Je commence par dire que nous avons obtenu une victoire en conférence des présidents puisque nous avons réussi à réinscrire le texte issu d'un long travail transpartisan d'au moins 2 années sur les déserts médicaux puisque il a été montré que cette semaine nous n'allions probablement pas arriver au bout du texte, voire qu'il n'allait pas être commencé à être examiné et que nous tenons beaucoup à ce texte sur lequel les Insoumis sont fortement mobilisés. Donc lors de la prochaine semaine de l'Assemblée, soit ce texte sera continué, soit il sera commencé, mais il nous permettra d'arriver au bout de ce texte important pour des millions de personnes dans ce pays. Je continue en disant que nous sommes très inquiets de la situation au Proche-Orient, avec à Gaza la semaine dernière la journée la plus meurtrière depuis la rupture du cessez-le-feu par Netanyahou, avec depuis le 18 mars plus de 1000 Palestiniens qui ont été tués par l'armée de Netanyahou et depuis 3 semaines un siège total sur l'enclave qui prive les Palestiniens d'aide humanitaire, d'aide alimentaire, d'eau ou encore d'électricité. Avec Donald Trump qui ne cesse de réitérer le rêve de Netanyahou, c'est-à-dire le fait de vider la bande de Gaza de sa population et des Palestiniens, et des nouvelles frappes qui ont lieu sur le sud Liban et notamment même la banlieue sud de Beyrouth, qui ont fait plusieurs morts, là aussi en violation totale du cessez-le-feu. Je le redis ici au nom de mon groupe, les condamnations polies de la part du président de la République ne suffisent plus. Il faut que la France reconnaisse urgemment l'État de Palestine, déclare et décide de sanctions à l'encontre de Netanyahou, encore suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Alors, au moment où, dans notre pays, se posent des questions qui sont essentielles, évidemment, face aux plus grands défis du XXIe siècle, comment conserver un écosystème compatible avec la vie humaine, au moment où il y a des centaines de milliers de personnes qui sont à risque ou vont perdre leur emploi, au moment où Sanofi, par exemple, annonce qu'après le Doliprane, les médicaments sur les maladies cardiovasculaires et je ne sais quoi, eh bien, veut abandonner l'Aspégique, où plusieurs parlementaires, notamment la présidente de la Commission des affaires économiques, mais aussi Jean-Luc Mélenchon, présent hier, étaient en soutien des salariés de Sanofi, au moment où il y a un nombre record d'expulsions, un nombre record de personnes qui se trouvent coupées avec des coupures d'électricité, ou encore au moment où la faim explose, eh bien le Premier ministre français décide, lui, que l'urgence, c'est d'organiser un grand débat sur qu'est-ce qu'être français. Quant au ministre de l'Intérieur, après moult provocations, il ne démord pas de la question du voile dans le sport. Il se trouve que des confrères ont révélé que en 2022, un rapport a été commandé par le ministère de l'Intérieur et ce rapport n'avait pas été rendu public, tout simplement parce qu'il va à l'encontre de ce que ne cesse de répéter le ministre Retailleau pour montrer qu'il n'y a pas de radicalisation dans le sport, avec des données, je cite ce qui est dit, qui échouent à montrer un phénomène structurel ni même significatif de radicalisation dans le sport, mais par contre qui montre au contraire qu'il y a une infiltration des milieux d'extrême droite dans le sport, avec 23 clubs sportifs dans notre pays qui sont des clubs sportifs de combat suprémacistes blancs. Je cite là aussi ce qui est dans ce rapport, preuve que non seulement nous n'accepterons jamais les propositions de loi racistes qui viennent d'un ministre de l'Intérieur qui ne cesse d'agiter le poison du racisme dans ce pays, mais qu'il y a d'autres urgences bien plus importantes dans ce pays que de pourchasser les femmes musulmanes parce qu'elles porteraient un voile. Nous parlerons juste après de la fin de la trêve hivernale, qui est un sujet très important en ce début de semaine. Je termine juste en vous disant que, puisque c'est le sujet médiatique du moment, Marine Le Pen et ses amis se sont tous fait condamner pour des faits graves, puisque on parle de 4,1 millions de détournements de fonds pendant 12 ans, qui, selon le tribunal, ont contribué à la croissance du parti du Rassemblement national, et des assistants parlementaires qui, par exemple, n'avaient jamais rencontré leur eurodéputé. Donc on parle de faits extrêmement graves, et je veux redire ici au nom de mon groupe à quel point je trouve inacceptable que la magistrate soit aujourd'hui sous protection policière. Je veux lui redire et lui apporter tout le soutien de notre groupe parlementaire face à ces menaces qui sont les méthodes de l'extrême droite et qui sont des méthodes évidemment inacceptables. Enfin, comme Marine Le Pen et le RN ne cessent de parler du syndicat de la magistrature en les pointant du doigt, je veux redire que le syndicat de la magistrature
magistrature, contrairement d'ailleurs au Rassemblement national qui avait ce point dans son programme présidentiel. Le syndicat de la magistrature, lors de la discussion de la loi Sapin de 2016, avait dit « Le syndicat de la magistrature reste résolument opposé à tout principe d'automaticité dans le prononcé d'une peine, fût-elle inspirée par des principes salutaires. Il est donc hostile à l'instauration d'une peine d'inéligibilité obligatoire », ce que nous n'avons cessé de dire, puisque nous, contrairement au Rassemblement national, défendons des principes et que ces principes ne varient pas selon si ce sont nos amis ou nos ennemis. Et je veux dire que le RN, qui n'a eu de cesse d'appeler à la sévérité de la justice lorsque cela concernait tout le monde, sauf eux, se trouve aujourd'hui à être les rois des hypocrites, puisque non seulement le FN avait comme slogan « main propre, tête haute », mais qu'il est quand même savoureux de retrouver des déclarations de Madame Le Pen, par exemple en 2013, qui disait « Quand allons-nous tirer les leçons et mettre en place l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont commis des infractions grâce ou à l'occasion de leur mandat ?» Et elle parlait à cette occasion notamment de détournement de fonds publics, exactement ce dont ils sont accusés, ou encore d'emploi fictif. Quant à Jordan Bardella, il faut chercher moins loin. En 2024, ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsque l'on souhaite être parlementaire de la République. Et je veux dire que je trouve particulièrement scandaleux qu'un Premier ministre comme M. Bayrou se permette de dire que la France est le seul pays à faire ça. Un Premier ministre n'a pas à dire cela, n'a pas à commenter des décisions de justice, et ce d'autant plus quand la magistrate en charge du tribunal se retrouve aujourd'hui menacée. Je vais laisser la parole d'abord à Sandrine Nosbet et à François Pigmal sur la question de la fin de la trêve hivernale et du logement. Oui. Bonjour à toutes et tous. 24 000, c'est le triste record du nombre d'expulsions par la force qu'il y a eu l'année passée. C'est le double d'il y a 10 ans et c'est un effet concret, notamment de la vie chère, évidemment, de l'augmentation des prix du marché privé dans les loyers, mais aussi de la loi Kasbarian, dite anti-locataire ou anti-squat, qui se caractérise là. 24 000, ça veut dire que chaque jour, dites-vous qu'il y a 37 familles qui sont mises en dehors de leur logement par le concours de la force publique. On n'a jamais vu ça. Et pour vous donner un ordre d'idée, on estime que c'est un coût de 72 millions d'euros d'argent public et que ça pourrait notamment être 1 an de loyer pour 10 000 familles dans la difficulté. Et qu'a trouvé à faire M. Kasbarian, c'est revenir hier avec une proposition de loi qui était la fin du logement social à vie, qui devait concerner 15 000 locataires du secteur HLM, soit 0,3% des locataires, et en passant totalement à côté des grands enjeux, c'est-à-dire le fait qu'il y a 2,8 millions de ménages qui attendent un logement social et qu'on n'en a jamais construit aussi peu. 80 000 l'année passée, ça veut dire qu'il nous faudrait 33 ans pour répondre juste à la demande actuelle. Heureusement, il a été abandonné en race campagne, par des macronistes aussi qui ont vu l'absurdité d'une telle proposition de loi dans le contexte. Et donc, M. Vogetta et lui-même ont décidé de retirer cette proposition de loi. C'est une très bonne nouvelle pour les locataires et le secteur du logement public. Nous avons des propositions, la construction de 200 000 logements publics par an, la généralisation de l'encadrement des loyers, la réquisition des logements vacants, il n'y en a jamais eu autant, 3,1 millions dans notre pays, mais aussi, et je vais laisser Sandrine vous présenter cela, la constitutionnalisation du droit au logement, qui est une revendication de longue date pour nous. Bonjour à toutes et tous. Merci François pour cette introduction. Donc effectivement, hier lundi 31 mars marquait la fin de la trêve hivernale et ça signifiait aussi la reprise des expulsions locatives. Cela est d'autant plus inquiétant que plus de 350 000 personnes sont déjà sans domicile en France. Donc, la crise du logement dans notre pays est réelle et elle touche une personne sur 5 en France hexagonale et une personne sur 4 dans les Outre-mer, hors Mayotte. Face à cette crise qui s'intensifie en dépit de la loi SRU, de la loi Dallot, pour ne citer que ces mesures, face à des politiques austéritaires, aux coupes budgétaires et au démantèlement du logement social, le droit au logement aujourd'hui en France n'est pas effectif. Alors que le droit au logement est un droit fondamental, lié au droit à la dignité humaine et qu'il est un droit déjà reconnu par les textes internationaux, en France, le droit fondamental n'est pas reconnu et n'est pas notre Constitution. C'est pourquoi, avec mon collègue François Pigmal et nos équipes parlementaires, nous avons décidé d'écrire une proposition de loi constitutionnelle pour inscrire le droit au logement de notre Constitution.
Cette proposition de loi est une demande aussi qui émane des associations, chercheurs et syndicats que nous avons rencontrés et avec lesquels nous avons pris le temps d'échanger pour écrire ce texte au mieux. Elle est avant tout un acte symbolique fort, car inscrire le droit au logement dans la Constitution, c'est renforcer la valeur juridique du droit au logement, c'est obliger l'État à mettre en œuvre des politiques publiques concrètes pour faire respecter ce droit par une obligation de résultat. C'est rendre obligatoire la mise en œuvre d'une politique d'hébergement d'urgence effective. Cette proposition de loi constitutionnelle a été proposée à co-signature aux autres membres du NFP. Elle est le début d'un long chemin afin que le droit au logement soit enfin constitutionnalisé, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays. Et comme nous, la France insoumise, considérons que cela doit être le cas en France, ainsi que les co-signataires de cette proposition de loi. Merci. André Tourigna. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je voudrais vous parler de la décision de Monsieur Retailleau de procéder, d'engager une procédure visant à dissoudre les groupes de supporters. C'est une décision gravissime. Il ne faut pas s'y tromper, qui porte atteinte à nos libertés et donc aux libertés de chacun et de chacune. Le ministre de l'Intérieur masque son autoritarisme par une confusion volontaire entre des hooligans, je pense donc aux Offenders Strasbourg et à la Légion X de Paris, des hooligans qui affichent, qui assument et qui revendiquent leur violence, et des groupes de supporters comme la Brigade Loire de Nantes, les Magic Fans et les Green Angels de Saint-Étienne, qui sont des groupes de supporters ancrés dans la vie locale. Alors, on pourrait penser qu'il s'agit d'une méconnaissance de la part du ministre de l'Intérieur, puisqu'il écrit, en s'adressant aux Green Angels dans le cadre de cette procédure, « Supporter l'équipe de l'association sportive de Saint-Étienne ne constitue plus qu'un prétexte à une recherche constante de confrontation physique par vos membres au profil violent. » En fait, il n'en est rien. Une simple recherche par Monsieur Retailleau sur Google lui aurait permis d'apprendre que ce groupe, par exemple, a organisé lors du Covid, première et deuxième période de confinement, des collectes d'aliments, des collectes de produits d'hygiène, qu'il a continué à procéder à ces collectes chaque année pour des fournitures scolaires, chaque année pour des cadeaux de Noël, et que même quand on tape Green Angels sur Google, on voit que un de ses membres dit que le foot soit là ou pas, notre état d'esprit est de rester au service du peuple stéphanois. Le mot solidarité a toujours eu une résonance particulière ici. Donc, on voit bien que ce que veut dérouler le ministre de l'Intérieur, comme son prédécesseur qui est aujourd'hui garde des Sceaux, c'est donc une volonté autoritariste, une volonté d'écraser le peuple. Là où Darmanin a échoué, Monsieur Retailleau voudrait réussir. Je vous rappelle que Darmanin avait essayé de dissoudre les soulèvements de la terre en vain, puisque le Conseil d'État l'avait retoqué. Donc lui, il essaye d'avancer et au lieu de laisser la place à la justice, parce qu'effectivement, nous condamnons les violences qui peuvent avoir lieu dans le cadre de matchs de foot, au lieu de laisser la place à la justice pour condamner des individus qui sont violents, Monsieur Retailleau préfère des décisions administratives qu'il signe tout seul dans son cabinet pour écraser le collectif. C'est le mépris de milliers de bénévoles qui ont une vocation d'éducation populaire. Ces conséquences vont être désastreuses parce que sans groupe de supporters, il n'y aura plus de dialogue avec des instances locales pour encadrer les matchs et donc ce sera le chaos. L'Association nationale des supporters a d'ailleurs lancé une tribune regroupant la signature de 163 groupes de supporters, comme quoi, bon, même dans l'adversité, tous ces groupes arrivent à être solidaires. Donc, ce qui est grave, et c'est pour ça qu'il faut vraiment le prendre au sérieux, ça ne touche pas que le sport, c'est une mesure liberticide et donc nous soutenons tous ces groupes de supporters. On ne peut pas dissoudre un soulèvement, on ne peut pas dissoudre le chaudron et on ne peut pas dissoudre le peuple. Merci beaucoup Sylvain Carrière. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je vais vous parler des zones à faible émission, les ZFE, puisque
c'est l'actualité depuis de nombreuses semaines et d'autant plus depuis la semaine dernière où il y a des amendements de suppression qui sont passés lors de la loi simplification en commission. Nous, depuis toujours, sur les ZFE à la France Insoumise, on a tenu le même discours, à savoir qu'avec ce dispositif, on a mis la charrue avant les bœufs et qu'il est problématique puisqu'il oublie des millions de Françaises et de Français aujourd'hui en déployant ce dispositif. D'ailleurs, dès la loi d'orientation des mobilités en 2019, le groupe de la France Insoumise était le seul à l'Assemblée nationale à s'être opposé en votant contre dès 2019. Donc, effectivement, ce déploiement des zones à faible émission pose de nombreux problèmes et l'utilisation des voitures au quotidien pour des millions de Françaises et de Français ne se fait pas par plaisir, mais il se fait puisqu'il n'y a pas d'alternative acceptable et accessible à l'ensemble de la population. Quand on sait aujourd'hui le coût d'utilisation d'un véhicule, le matin, quand les Françaises et les Français utilisent leur véhicule, c'est pas par plaisir, mais c'est par contrainte pour se rendre à leur lieu de travail, pour se rendre au service public ou au service de santé. On sait que depuis cette année, 15 millions de personnes sont en précarité mobilité. C'est le baromètre WeMove notamment qui nous donne ce chiffre-là. C'est 2 millions de plus qu'il y a seulement 2 ans. Et on sait très bien que si on met les ZFE en application aujourd'hui, ce chiffre va exploser puisqu'on va rendre vraiment les déplacements très contraignants, voire impossibles pour nombre de nos concitoyens. Et donc, avec cette double peine de devoir choisir entre se déplacer et maintenir leur travail, pouvoir accéder aux services de santé, etc. Donc nous, on a un principe qui est très clair, c'est garantir le droit à la mobilité pour toutes et tous. Et c'est pourquoi, en 2023 et en mars 2025, nous avons déposé une proposition de loi avec l'ensemble du groupe parlementaire de la France Insoumise avec différents marqueurs forts, à savoir le premier qui est un moratoire sur les zones à faible émission, un moratoire tant qu'il n'y a pas d'offres accessibles et acceptables à l'ensemble de la population, d'offres de transport en commun pour avoir vraiment une alternative de déplacement au quotidien. Le deuxième axe fort de cette proposition de loi, c'est la refonte de la vignette critère, puisqu'aujourd'hui cette vignette critère va se baser seulement sur l'année de mise en circulation du véhicule et sur le type de carburant du véhicule. Or, on sait que la pollution des véhicules va aussi et surtout provenir du système de freinage, du poids du véhicule. Et donc nous, on demande une refonte de cette vignette critère qui prend ces indicateurs en compte, puisque aujourd'hui, avec la vignette comme elle est définie, vous avez une aberration, par exemple, avec une Clio 2 qui va plus pouvoir circuler librement dans les métropoles, alors qu'à côté de ça, un SUV qui sera bien plus lourd et bien plus polluant, lui, pourra continuer à circuler. Et ensuite, un troisième axe de cette proposition de loi, c'est un accompagnement aussi, puisqu'on sait très bien qu'on ne pourra pas supprimer la totalité des voitures dans les métropoles, et c'est de permettre, en tout cas aux personnes qui veulent changer de véhicule, un accompagnement avec la remise, et la possibilité de la prime à la conversion qui a été supprimée depuis le 2 décembre par le gouvernement. Et donc c'est de remettre une possibilité et une aide à l'ensemble de la population pour les accompagner à ce changement de véhicule. C'est aussi, et d'ailleurs c'est un des articles de la proposition de loi, le développement du rétrofit qui est très peu, voire quasiment pas développé en France, qu'il est beaucoup plus en Allemagne par exemple. Et on se dit, voilà, en développant le rétrofit, effectivement, on pourrait améliorer le parc automobile sans envoyer tous les véhicules à la casse. On entend beaucoup parler du Rassemblement national qui propose de supprimer aujourd'hui les ZFE, mais j'en profite quand même pour montrer un petit peu leur hypocrisie, parce qu'ils veulent supprimer les ZFE, mais à côté de ça, quand en commission on demande des budgets supplémentaires pour développer le train du quotidien, les trains de nuit, les pistes cyclables, le Rassemblement national a chaque fois voté contre des budgets supplémentaires pour tous ces moyens-là. Donc c'est pourquoi on fera un tour de France sur les ZFE pour vraiment expliquer et développer les alternatives, se servir des ZFE comme levier de développement des alternatives au transport en commun. Merci. Et pour finir, Christophe Bex.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais essayer de tenir en 2 minutes pour vous proposer et vous présenter la proposition de loi concernant la nationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes. On reste toujours dans le cadre de la voiture. Donc juste rappeler les origines, la privatisation de 2006 qui s'est passée dans de très mauvaises conditions. Il y a une seule banque de conseil qui avait été sollicitée, donc il y avait déjà un discrédit sur la procédure avec la non-révision des contrats et on est arrivé à une sous-évaluation de la privatisation de l'ordre de 10 milliards. Donc ça prive l'État de revenus avec des infrastructures qui sont pérennes et très très rentables. Alors cette proposition, nous la portons dans le programme de l'avenir en commun et elle avait été déjà présentée par Bénédicte Taurine, député de l'Ariège, lors de la 15e législature. Le but, c'est de restaurer par la gestion publique tout simplement l'intérêt général. Les usagers subissent les hausses des péages qui sont complètement déconnectées par rapport à l'inflation. Pendant ce temps-là, les sociétés engrangent énormément de revenus. C'est une situation qu'on appelle de rente. Ils ont récupéré 3 fois la mise initiale avec une marge brute incroyable de 75%. On constate aussi que les travaux qui étaient prévus parfois ne sont pas réalisés. Avec leur système intégré entre les sociétés et les filiales, ils augmentent les marges. Donc ça manque sérieusement de régulation. Donc il y a un impératif à nationaliser, que l'État reprenne la main, tout simplement pour l'aménagement du territoire, pour l'égalité entre les régions et mettre fin à ce système apparenté à du racket. L'article 34 de la Constitution le permet. C'était le cas pour les plus anciens, si vous vous en souvenez, en 1982. Et c'est une mesure d'efficacité économique, réduire le montant des péages, l'entretien du réseau, aussi le réseau secondaire, pour enclencher la bifurcation écologique avec le fer-routage, reprendre la main, c'est réaliste, c'est juste et c'est nécessaire. Et dans le premier article, on demande nous simplement la nationalisation dans un délai de 1 an et empêcher la prolongation de toute nouvelle concession et de toute création de concession. Je vous remercie.